Le film 60 secondes chrono est le fruit d'une entreprise ambitieuse. Moderniser un film de 1974 réalisé par H.B. Alicki, ce dernier ancien cascadeur et collectionneur de voitures avait conçu son film comme une lettre d'amour au monde de l'automobile. Le film original, fauché mais authentique, était célèbre pour sa poursuite finale de plus de 40 minutes et pour son style quasi documentaire, où la narration importait moins que la vitesse et le spectacle. C'est le producteur Jerry Bruckheimer, maître du cinéma d'action hollywoodien des années 90, à qui l'on devait notamment Top Gun, Rock ou Les Ailes de l'Enfer, qui s'empare du projet dans une logique de remake à grand spectacle. Il confie la réalisation à Dominique Sena, alors surtout connu pour son travail dans le clip musical et son film noir stylisé California de 1993. Sena est choisi pour sa capacité à livrer une esthétique visuelle dynamique et moderne, mêlant clip vidéo et tension narrative. Le choix des acteurs suit une logique stratégique. À l'origine, Tom Cruise avait été brièvement considéré par les producteurs. Du fait de son goût pour les films d'action et les voitures, il tournait Mission Impossible 2 à l'époque. Cependant, c'est Nicolas Cage qui s'est imposé très rapidement, notamment parce qu'il est passionné d'automobile dans la vie réelle et qu'il avait déjà collaboré avec Jerry Bruckheimer sur Rock et Les Ailes de l'Enfer. Nicolas Cage, tout juste auréolé d'un Oscar pour Live in Las Vegas, est devenu une figure incontournable du cinéma d'action avec Volte-Face, Rock et Les Ailes de l'Enfer, incarne Memphis Renz, un voleur de voitures repenti. Cage, passionné lui-même d'automobile, insuffle au personnage une nervosité contenue et un charisme taciturne. À ses côtés, Angelina Jolie, en pleine ascension après une vie volée, apporte une touche rock'n'roll et marginale, bien que son personnage soit peu développé. Avant d'être choisi, c'est Charlize Theron et Thandie Newton qui ont été d'abord envisagés. Le casting est complété par Giovanni Ribisi et Robert Duvall, dont le rôle a été proposé également à Gene Hackman ou Jon Voight. Le script, écrit par Scott Rosenberg, qui avait déjà écrit celui des Ailes de l'Enfer, cherche à humaniser l'histoire d'origine en ajoutant un conflit familial, des enjeux émotionnels et une structure narrative plus traditionnelle, articulée autour d'une mission impossible à accomplir en une nuit. Pour toi, le plus excitant, c'est baiser ou voler des caisses? Baiser ou voler des caisses? Memphis Renz, un ancien voleur de voitures de légende, est forcé de reprendre du service lorsqu'un gangster menace de tuer son jeune frère Kip à la suite d'un vol raté. Pour le sauver, Memphis doit réunir son ancienne équipe et voler 50 voitures de luxe en une seule nuit. Avec le temps qui s'écoule et la police à ses trousses, il s'engage dans une course contre la montre où chaque seconde compte et où la moindre erreur pourrait être fatale. La réalisation de Dominique Sena s'inscrit dans le style visuel typique des années 2000, influencé par le clip vidéo, les publicités automobiles et les anciens blockbusters des années 80 et 90 produits par Jerry Bruckheimer. Sena est issu du clip musical, il a notamment travaillé avec Janet Jackson, livre une œuvre esthétiquement lisse et rythmée, mais parfois au détriment de la profondeur narrative. Il privilégie une caméra mobile, souvent embarquée ou placée à ras du sol, pour accentuer la vitesse et le dynamisme des séquences. Le montage est nerveux avec des coupes rapides, parfois trop rapides dans les scènes de dialogue, mais efficaces dans les scènes d'action. Le recours aux lumières urbaines nocturnes, reflets de néon et lumière bleue métallique, crée une ambiance froidement stylisée, presque cyberpunk par endroits. L'esthétique visuelle très clippée, ralentie, contre-plongée et mouvements circulaires de caméra reflète les codes du divertissement hollywoodien post-Matrix. Le film réussit à rendre les voitures héroïques, notamment grâce à la manière dont elles sont filmées, angle bas, bruit de moteur amplifié, gros plans sur les détails mécaniques, et une cinématographie qui fétichise chaque véhicule. Dans 60 secondes chrono, les voitures ne sont pas de simples moyens de transport ou des objets de luxe. Elles sont mises en scène comme de véritables héroïnes, dotées d'une personnalité, d'un statut mythique et même d'un nom. Cette approche transforme chaque véhicule en protagoniste silencieux, au même titre que les membres de l'équipe de Memphis. Chaque voiture de la liste des 50 a un prénom. Cela humanise ces objets, leur confère une identité propre, presque une aura. Salut les filles. J'ai toujours adoré les rouquines. On passe à la Lamborghini Diablo, à une Aston Martin, de la Porsche 911 à la Ferrari Testarossa. Comme on égrène une liste de guerriers légendaires, l'équipe de Memphis ne vole pas des voitures, elle dompte des fauves mécaniques. Dominique Sena filme les voitures comme des corps en mouvement, accentuant la brillance des carrosseries, les vrombissements des moteurs, les échappements fumants et les néons qui se reflètent sur le métal. On est à la frontière du fétichisme automobile, un hommage à la beauté industrielle et à la puissance brute.
La caméra s'attarde sur les démarrages, les accélérations et les montées en régime, comme si chaque action des véhicules était chargée de sens et d'intentions dramatiques. Cela confère aux voitures une présence héroïque équivalente voire supérieure aux humains du récit. Cette dimension est renforcée par la façon dont chaque vol est chorégraphié, comme un rite initiatique, un duel entre voleurs et machines. Dans 60 secondes chrono, les véhicules ne sont pas des accessoires, elles sont des totems de mémoire personnelle, comme Eleanor avec le passé de Memphis, des symboles de pouvoir et de défi, mais surtout des personnages silencieux mais centraux, qui participent à l'émotion, à la tension et à l'esthétique du film. C'est précisément ce traitement héroïque des voitures qui a permis au film de devenir culte auprès des fans d'automobiles, bien plus que son intrigue. On n'assiste pas à un simple vol de voiture, mais à une épopée mécanique où chaque véhicule est une conquête, un trophée et une légende vivante. La Ford Mustang Shelby GT500 de 1967, surnommée Eleanor, est bien plus qu'une voiture. C'est un symbole du passé, du défi ultime et de la malédiction personnelle du héros. Memphis l'appelle la seule qu'il n'a jamais pu maîtriser, renforçant le mythe. Elle est sauvage, indomptable et presque vivante. Filmée avec des plans amples, des ralentis et une lumière presque sacrée, Eleanor est présentée comme l'Excalibur de Memphis. Là, ça passe ou ça casse, Rain, ça passe ou ça casse. Lors de la poursuite finale, elle devient littéralement l'extension de sa volonté, bravant la police, les obstacles et les limites physiques, jusqu'à la prouesse finale du saut qui achève de légender la machine. La course-poursuite finale de 60 secondes chrono incarne l'apogée du combat symbolique entre l'homme et la machine, une confrontation où l'instinct humain et la technologie s'affrontent, mais aussi se fusionnent. Memphis, incarné par un Nicolas Cage inspiré, n'est pas seulement un conducteur, mais un virtuose du volant, une extension vivante de sa voiture, la légendaire Mustang Shelby GT500 Eleanor, qui devient un personnage à part entière. Cette voiture n'est pas simplement un objet, elle est l'outil de rédemption, l'élément de libération pour Memphis, une représentation de son passé, de ses démons et de sa quête pour racheter ses erreurs. Dans cette scène, la vitesse et la maîtrise de la machine ne sont pas uniquement des éléments d'action, elles deviennent une métaphore de la liberté et de la rédemption. En dépit de la puissance technologique de la police, qui utilise hélicoptères et voitures équipées de technologies avancées, c'est l'humain avec son instinct et sa capacité à anticiper qui prime. Le climax du film survient avec le saut spectaculaire d'Eleanor, une image d'héroïsme pur, où la voiture et le conducteur effectuent une rébellion contre la mécanique ordonnée, une véritable libération. C'est dans cette scène que l'homme et la machine se rejoignent, non plus comme des entités séparées, mais comme un seul être, fonctionnant ensemble dans une fusion parfaite, où chaque mouvement et chaque accélération est un acte de maîtrise absolue. En somme, la poursuite illustre le triomphe de l'instinct humain sur la froideur de la technologie, dans une apothéose visuelle qui transforme chaque moment de tension en une célébration de la puissance de l'humain, capable de maîtriser et dominer la machine. À quoi tu penses? T'as envie de t'éclater? Il y a un coupé derrière, on pourrait se foutre à poil élastiqué. Ça te dit? Dans 60 secondes chrono, les liens entre les personnages jouent un rôle clé dans l'intrigue et contribuent à l'intensité émotionnelle du film. Chaque relation, qu'elle soit fraternelle, amicale ou professionnelle, se tisse autour de la rédemption et de la quête de sens à travers l'univers criminel du vol de voiture. Ces liens permettent au film de dépasser son simple cadre de film d'action pour devenir une histoire de relations humaines complexes. Le lien principal se situe entre Memphis et Kip, son frère cadet. Kip, qui s'est lancé dans le vol de voiture sans avoir la même expérience ni les mêmes compétences que son frère, se retrouve rapidement dépassé par la situation et met la vie de Memphis en danger. La dynamique fraternelle entre eux est à la fois conflictuelle et affectueuse. Memphis, bien qu'essayant de s'éloigner de son passé criminel, se sent obligé de revenir dans le métier pour sauver Kip et réparer ses erreurs passées. Cette relation est un moteur émotionnel puissant, avec Memphis cherchant à protéger son frère, tout en cherchant à se racheter, et Kip cherchant à prouver qu'il peut réussir sans l'ombre de son aîné. Les relations entre Memphis et son ancienne partenaire Sarah Welland alias Sway ajoutent une couche supplémentaire d'émotion. Leur relation passée est marquée par la distance et la déchirure, avec Memphis ayant abandonné sa vie criminelle pour essayer de changer, tandis que Sway, elle, est restée ancrée dans cet univers. Leur lien est à la fois romantique et désillusionné, avec des vestiges de leur amour qui ressurgissent alors qu'ils se retrouvent face à un défi de taille. T'es toujours à tomber, tu sais. Ouais, et toi, t'as l'air d'un représentant en Bible. T'es guéri.
Bien que Memphis se sente poussé à se battre pour sa famille, la tension sous-jacente entre eux est palpable et leur réconciliation finale souligne un retour à l'intimité dans le cadre de la mission qu'ils doivent accomplir ensemble. Le reste de l'équipe de Memphis, composée de criminels expérimentés tels que Hatley, Donnie ou le Sphinx, représente un autre aspect de ces liens. Chaque membre de l'équipe a une fidélité et un respect profond pour Memphis, mais les relations sont marquées par une certaine hiérarchie et une camaraderie tacite. Ces personnages apportent tous une expertise spécifique au vol des voitures, mais leur engagement est également personnel. Ils sont liés par l'histoire commune de souffrance, de rédemption ou de désirs inassouvis. N'hésitez pas, vous voulez un renseignement ? C'est amusant, je m'appelle aussi Roger. On va déroger à la règle. Enfin, les liens entre Memphis et ses adversaires, notamment l'inspecteur Castlebeck, joué par l'excellent Delroy Lindo, et le voleur Raymond Calitri, interprété par Christopher Eccleston, sont également essentiels. Castlebeck, bien que souvent en opposition avec Memphis, devient presque un adversaire honorable, respectant à sa manière l'habileté de Memphis. En résumé, ces liens entre les personnages, qu'ils soient familiaux, amicaux ou conflictuels, ajoutent de la profondeur à un film principalement orienté vers l'action. Ils montrent que malgré la vitesse et les poursuites effrénées, ce sont les relations humaines qui transforment les enjeux du film et permettent à 60 secondes chrono d'être plus qu'un film d'action. Un drame de rédemption et de loyauté où chaque personnage, tout en étant un expert dans son domaine, cherche à se réconcilier avec ses choix passés. Certes, le film n'est pas aussi poussé et travaillé dans la thématique de braquage qu'un Ocean Eleven sorti la même époque, mais il reste très divertissant. La musique de Trevor Rabin est particulièrement efficace pour amplifier les moments de tension et de suspense dans les scènes de poursuite. Les basses profondes, les percussions rapides et les synthétiseurs électroniques créent une atmosphère moderne et urbaine, parfaitement en phase avec l'ambiance du film, qui navigue entre l'adrénaline pure et les moments plus introspectifs. Le score musical se caractérise par des moments électroniques puissants, donnant une sensation de mouvement rapide et de vitesse, ce qui est en parfaite adéquation avec les scènes de poursuite effrénées, mais contrairement à des courses-poursuites comme celles de Bullitt ou de The Driver, qui n'ont pas de score musical dans ces séquences, la musique couvre les bruits des moteurs et gâche un peu l'aspect réaliste et brut de ses prédécesseurs. Qu'une égratignure, Eleonore, ça peut s'arranger.